caprices. Oui, voilà, c'était le micro qui faisait des caprices. Comment tu vas, Max? Est-ce que tu vas bien? Ça se trouve, c'est OBS qui a craqué. Et je vous ai cassé les oreilles pour rien, désolé. Mais il s'allumait pas. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Bah écoute, tranquillement. On fait aller, on est là. Petite ASMR du dimanche soir, ça fait plaisir. On suit Harry Potter dans ses aventures, ça va être cool. Surtout que ce soir on a des gros chapitres je crois à faire, enfin 2 gros chapitres. Je sais pas si vous vous souvenez en gros, mais Dumbledore donne des leçons avec des souvenirs, etc., etc. Et je crois que ce soir va peut-être en avoir d'autres, je sais plus. Et en tout cas il y a Katy Bell qui s'était fait agresser avec un collier d'opale. Et du coup Harry soupçonne Draco tout naturellement. Sauf que personne ne croit et que Dumbledore est absent les 3/4 du temps de Poudlard. Voilà pour le résumé à peu près. Et bienvenue sur le chat. Bienvenue Harry, bienvenue. Et merci aussi à Grain Teaser pour le follow hors live. Mais merci à toi, c'est très gentil. Du coup, est-ce que vous êtes... Est-ce qu'on commencerait pas? Genre, sauf si quelqu'un a quelque chose à raconter sur sa semaine, sa journée, etc., etc. Je vous écoute, enfin, je vous lis en fait, surtout. Comment s'est passée votre semaine? Moi j'ai pas mal farmé sur Overwatch. J'essaie de finir le pass, parce qu'il faut savoir qu'en fait quand vous finissez le pass sur Overwatch, donc c'est niveau 80, vous avez la suite en fait qui se débloque. Et du coup j'essaie de farmer cette partie là. Du coup je suis niveau 112, 111 ou 112 par là. Et il faut arriver au niveau 200, voilà. Donc ça farm, ça farm. Et comme je suis pas très doué, bah je suis obligé de faire beaucoup de games en fait pour avancer. Mais bon c'est cool, j'aime bien le jeu donc ça va, ça va. Voilà, voilà. C'est très... Du coup. Chapitre 13. Le secret de jeu du sort. Katy fut transportée le lendemain à l'hôpital Saint-Mauguste pour les maladies et blessures magiques. Tout le monde dans l'école était alors au courant qu'elle avait été ensorcelée, mais les détails n'étaient pas très clairs et personne, en dehors de Harry, Ron, Hermione et Léane, ne semblait savoir que Katy n'était pas la cible désignée. Malfoy sait ce qu'il s'est passé maintenant, dit Harry à Ron et à Hermione, qui avaient adopté pour principe de feindre la surdité chaque fois qu'il avançait une théorie sur Malfoy devenu mange-mort. Harry se demandait si Dumbledore serait revenu à temps pour son cours du lundi soir. Ayant reçu aucun contre-ordre, il se présenta devant son bureau à 8 h, frappa et fut invité à entrer. Dumbledore, assis dans son fauteuil, avait l'air fatigué, ce qui n'était pas son habitude. Sa main avait le même aspect noir et brûlé, mais il eut un sourire lorsqu'il fit signe à Harry de s'asseoir. La piscine était à nouveau posée sur la table, projetant au plat des éclats de lumière argentée. Il s'est passé beaucoup de choses pendant mon absence, dit Dumbledore. Je crois que tu as été témoin de l'incident avec Katy. Oui, monsieur. Comment va-t-elle? Toujours assez mal, mais elle a eu une chance relative. Il semble qu'elle ait simplement effleuré l'opale, qui n'a touché qu'une toute petite surface de sa peau. Il y avait un trou minuscule dans son gant. Si elle avait mis le collier, ou si elle l'avait pris à main nue, elle serait peut-être morte sur le coup. Fort heureusement, le professeur Rogue a pu faire ce qu'il fallait pour empêcher le maléfice de s'étendre rapidement. Pourquoi lui? Demanda aussitôt Harry. Pourquoi pas Madame Pomme-Fraîche? Impertinent, dit une faible voix qui provenait de l'un des portraits accrochés au mur. Phineas Négulus Black, l'arrière-grand-père de
Sirius se réveilla, levant la tête de ses bras sur lesquels elle reposait. De mon temps, je n'aurais jamais permis qu'un élève mette en question la façon dont Poudlard était administré. C'est ça, merci Phineas, répliqua Dumbledore d'un ton impérieux. Le professeur Rogue n'en sait beaucoup plus en matière de magie noire que Madame Pomfresh, Harry. En tout cas, le personnel de Saint-Mangouste me tient au courant heure par heure, et j'ai bon espoir que Katy se rétablisse entièrement au bout d'un certain temps. « Où étiez-vous le week-end dernier, monsieur ?» demanda Harry. Il eut le sentiment très net d'aller un peu trop loin, mais il n'en tint pas compte. Visiblement, ce sentiment était partagé par Phineas Nigelus, qui émit un sifflement sourd. « Je préfère ne pas te le dire pour l'instant, répondit Dumbledore, mais je t'en parlerai en temps utile. Vraiment, dit Harry, surpris. Oui, je pense, assura Dumbledore, en prenant dans sa poche un flacon de souvenir argenté dont il fit sauter le bouchon d'un coup de baguette. Monsieur, dit Harry un peu hésitant, j'ai rencontré Mondingus à Préolard. Ah oui, je sais déjà que Mondingus a traité ton héritage avec une désinvolture de montre en l'air, répondit Dumbledore, en fronçant légèrement les sourcils. Il se cache depuis que tu l'as abordé devant les 3 balais. J'ai hâte que tu postes le stream. Bah, tu as la rediff sur Twitch, Max. Sur YouTube, elle n'est pas encore disponible. Mais en vrai, sur Twitch, je trouve que la qualité, elle est vachement meilleure. Si ça te dit, voilà. J'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Depuis que tu l'as apporté devant les 3 balais, j'ai l'impression qu'il a peur de se retrouver devant moi. Mais sois certain qu'il ne pourra plus désormais s'approprier les biens qui appartenaient à Sirius. Ce vieux galeux de sang mêlé a volé l'héritage de Sirius, s'indigna Phineas Nigelus, scandalisé. Et il sortit aussitôt de son cadre pour aller, sans nul doute, faire un tour dans son portrait du 12 square Grimmauld. Professeur, dit Harry, après un court silence, est-ce que le professeur McGonagall vous a répété ce que je lui ai raconté après l'incident de Katy au sujet de Draco Malfoy? Elle m'a parlé de tes soupçons, oui, répondit Dumbledore. Et je prendrai les mesures appropriées sur toutes les personnes qui pourraient avoir une part de responsabilité dans cette affaire, assura Dumbledore. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on en revienne à notre leçon. Harry sentit une certaine amertume. Si leur leçon était si importante, pourquoi il y avait-il un si long intervalle entre la première et la deuxième? En tout cas, il n'ajouta rien sur Draco Malfoy et regarda Dumbledore verser d'autres souvenirs dans la pancine qu'il vit à nouveau tournoyer entre ses longs doigts fins. Tu te rappelles certainement où nous en étions restés. Dans l'histoire des débuts de Lord Voldemort, Tom Jedusor, le séduisant Moldu, avait abandonné Mérope, sa sorcière de femme, puis était retourné dans la maison familiale de Little Ingleton. Mérope demeuré seul à Londres, attendant le bébé qui deviendrait un jour Lord Voldemort. Comment savez-vous qu'elle était à Londres, monsieur? Grâce au témoignage d'un certain Caractus Burke, dans le nom, répondit Dumbledore, celui-là même qui, par une étrange coïncidence, a contribué à fonder la fameuse boutique d'où vient le collier dont nous parlions à l'instant. Il remua le contenu de la pancine, comme Harry l'avait déjà vu faire, à la manière d'un prospecteur, passant de la boue au crible pour en extraire des paillettes d'or. La main argentée d'un petit homme s'éleva alors du tourbillon, tournant lentement dans la pancine, semblable à un fantôme mais plus compact, avec une frange de cheveux en forme de chaume qui le recouvrait complètement les yeux. Oui, nous l'avons acquis dans de curieuses circonstances,
Il nous a été apporté par une jeune sorcière juste avant Noël, il y a très longtemps de cela. Elle disait avoir grand besoin d'or, et l'on voyait à l'évidence qu'elle ne mentait pas. Elle était vêtue de haillons, et apparemment, elle n'allait pas tarder à mettre au monde un bébé. Elle m'a montré un médaillon en disant qu'elle avait été jadis la propriété de Serpentard. Nous entendons très souvent ce genre d'histoire. Ceci a appartenu à Merlin, c'était sa théière. J'ai regardé l'objet, j'ai vu qu'il portait véritablement sa marque, et quelques sortilèges très simples ont suffi à me révéler la vérité. Bien entendu, le médaillon en devenait quasiment inestimable. La jeune femme ne semblait en avoir aucune idée de sa valeur, et elle a été très heureuse d'en tirer 10 galions. La meilleure affaire que nous ayons jamais faite. Dumbledore secoua vigoureusement la pancine et Caractus Burke retourna dans le tourbillon de mémoire d'où il avait surgi. Il ne lui a donné que 10 galions, s'indigna Harry. Caractus Burke n'a jamais été réputé pour sa générosité, répondit Dumbledore. Voilà donc comment nous savons que, vers la fin de sa grossesse, Mérope était seule à Londres et avait désespérément besoin d'or, à tel point qu'elle en fut réduite à vendre le seul objet de valeur qu'elle possédait, le médaillon issu de l'héritage familial que Marolvlo chérissait tant. Mais elle aurait pu avoir recours à la magie, s'exclama Harry d'un ton impatient. Elle aurait pu se procurer à manger et tout ce dont elle avait besoin grâce à des sortilèges, non? Oui, peut-être, dit Dumbledore, mais je crois, et même s'il ne s'agit que d'une hypothèse, je suis sûr d'avoir raison, que lorsque son mari l'a abandonnée, Mérope a cessé de pratiquer la magie. Je pense qu'elle ne voulait plus être une sorcière. Bien sûr, il est également possible que son amour non partagé et le désespoir qui en a résulté l'ait privée de ses pouvoirs magiques. Ce sont des choses qui arrivent parfois. En tout cas, comme tu vas bientôt le voir, Mérope a refusé de se servir de sa baguette, même pour sauver sa propre vie. Elle ne voulait pas vivre au moins pour son fils. Dumbledore haussa les sourcils. Éprouverais-tu de la compassion pour Lord Voldemort? Non, s'empressa de répondre Harry. Mais elle avait le choix, n'est-ce pas? Pas comme ma mère. Ta mère aussi avait le choix, dit Dumbledore avec douceur. Oui, mais jeu du sort a choisi la mort malgré son fils qui avait besoin d'elle. Mais ne la juge pas trop sévèrement, Harry. Elle était grandement affaiblie par de longues souffrances. Et elle n'a jamais eu le courage de ta mère. Maintenant, si tu veux bien te lever. Où allons-nous? Demanda Harry, alors que Dumbledore venait de le rejoindre devant le bureau. Cette fois, répondit-il, nous allons entrer dans ma propre mémoire. Je pense que tu la trouveras riche en détails et d'une fidélité satisfaisante. Après toi, Harry. Pardon. Harry se pencha sur la pancine. Son visage brisa la surface fraîche du souvenir et elle tomba une nouvelle fois dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, il atterrit sur un sol dur, rouvrit les yeux et se retrouva à côté de Dumbledore dans une rue animée de Londres, en des temps plus anciens. « Je suis là-bas, dit Dumbledore d'un air radieux, en montrant un peu plus loin une haute silhouette qui traversait la rue, dans la carriole d'un laitier, en se dirigeant vers eux. Les longs cheveux et la barbe de cet Albus Dumbledore plus jeune avaient une couleur auburn. Lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, il parcourut le trottoir à grands pas, attirant de nombreux regards intrigués par son costume de velours couleur à la coupe flamboyante. « Joli costume, monsieur !» ne put s'empêcher de remarquer Harry, mais Dumbledore se contenta de bouffer de rire, tandis qu'il suivait à courte distance cette version plus jeune de lui-même, franchissant bientôt un portail de fer rongé pour arriver dans la cour nue d'un bâtiment carré, plutôt sinistre, entouré de hautes grilles.
arrêta à la porte d'entrée et frappa une fois. Au bout d'un moment, une fille d'apparence négligée, vêtue d'un tablier, vient lui ouvrir. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec une certaine Madame Cole, qui est, je crois, la directrice de cet établissement. » « Oh !» dit la jeune fille qui semblait perplexe devant la tenue excentrique de Dumbledore. « Un instant, Madame Cole !» cria-t-elle par-dessus son épaule. Harry entendit une voix lointaine lui répondre. La fille se tourna à nouveau vers Dumbledore. « Entrez à la rive. » Il pénétra dans le hall au sol recouvert de dalles noires et blanches. L'endroit paraissait miteux, mais d'une propreté impeccable. Harry et le Dumbledore plus âgé suivirent. Avant que la porte ne se soit refermée, une femme décharnée, à l'air épuisé, s'approcha d'eux à petits pas précipités. Elle avait un visage anguleux, apparemment plus anxieux que revêche, et parlait derrière elle à une autre fille en tablier. Apportez la teinture d'iode à Martha là-haut. Billy Stubb a gratté ses croûtes et Eric Whaley suppure de partout. Il y en a plein les draps. La vaisselle par-dessus le marché, dit-elle en s'adressant à la personne en particulier. Son regard tomba alors sur Dumbledore et elle se figea sur place, l'air aussi stupéfaite que si une girafe venait de franchir sa porte. « Bonjour, » dit Dumbledore en tendant la main. Madame Cole resta bouche bée. « Je m'appelle Albus Dumbledore. Je vous ai envoyé une lettre pour solliciter un rendez-vous, et vous m'avez très aimablement invité à venir vous voir aujourd'hui. » Madame Cole sia. Estimant finalement que Dumbledore n'était pas une hallucination, elle répondit d'une voix faible. « Ah, oui, bien, bien, dans ce cas, venez avec moi, oui c'est ça. » Elle conduisit Dumbledore dans une petite pièce, moitié salon, moitié bureau, aussi miteux que le hall, avec de vieux meubles dépareillés. Elle l'invita à s'asseoir sur une chaise branlante et s'installa elle-même derrière une table encombrée, en le dévisageant avec appréhension. « Comme je vous l'ai expliqué dans ma lettre, je suis venu vous parler de Tom Jedusor et des dispositions à prendre pour son avenir, dit Dumbledore. « Vous êtes de la famille ?» interrogea Madame Cole. « Non, je suis professeur. Je voudrais proposer à Tom une place dans mon école. »« Et quelle est cette école ? Elle s'appelle Poudlard. Comment se fait-il que vous vous intéressiez à Tom ? Nous pensons qu'il possède certaines qualités que nous recherchons. » « Vous voulez dire qu'il a obtenu une bourse ? Comment serait-ce possible ? Il n'en a jamais demandé. Son nom figure dans les registres de notre école depuis sa naissance. Qui l'a inscrit ? Ses parents. À n'en pas douter, Madame Cole faisait preuve d'une vivacité d'esprit très malvenue. Visiblement, Dumbledore avait la même impression car Harry le vit sortir sa baguette magique de la poche de son costume en velours et prendre sur le bureau une feuille de papier parfaitement blanche. « Tenez, dit-il. » Il donna un petit coup de baguette et tendit le morceau de papier à Madame Cole. « Je pense que ceci suffira à tout éclaircir. » Le regard de la directrice se brouilla un peu, puis se concentra à nouveau tandis qu'elle fixait avec attention le papier vierge. « Voilà qui semble parfaitement en ordre, dit-elle d'un ton placide en lui rendant la feuille. Ses yeux se posèrent alors sur une bouteille de gin et deux verres qui n'étaient pas là quelques secondes plus tôt. « Puis-je vous offrir un gin ?» proposa-t-elle d'une voix des plus raffinées. « Avec grand plaisir, répondit Dumbledore ravi. Il devint très vite évident que Madame Cole n'était pas une novice en matière de gin. Après avoir versé dans chaque verre une dose généreuse, elle vida le sien d'un seul trait. Se léchant les lèvres sans retenue, elle sourit pour la première Dumbledore qui n'hésita pas, à pousser plus loin son avantage. Je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur l'histoire de Tom Jedusor. Je crois qu'il est né ici, dans cet orphelinat. C'est vrai, répondit Madame Cole en se servant un autre verre de gin. Je me souviens comme si c'était hier, car je venais moi-même de débuter ici. C'était la veille du Nouvel An.
Il faisait un froid terrible et il neigeait. Une soirée abominable. Là-dessus, une fille pas beaucoup plus âgée que moi monte les marches d'un pas vacillant. Oh, elle n'était pas la première. On s'est occupé d'elle et 1 heure plus tard, elle avait son bébé. Encore 1 heure et elle était morte. Madame Cole eut un hochement de tête impressionnant et but à nouveau une longue gorgée de gin. A-t-elle dit quelque chose avant de mourir demanda Dumbledore. Quelque chose sur le père de l'enfant, par exemple. Oui, en effet, maintenant que j'y pense, répondit Madame Cole, qui semblait plutôt contente à présent, avec son verre de gin et un visiteur avide d'entendre ce qu'elle avait à raconter. Je me souviens qu'elle m'a dit « J'espère qu'il ressemblera à son père. » Et pour parler franchement, elle avait raison de l'espérer parce qu'elle-même n'était pas une beauté. Ensuite, elle m'a dit qu'elle allait l'appeler Tom comme son père et Elvis comme son père à elle. Oui, je sais, c'est un drôle de nom, n'est-ce pas? On s'est demandé si elle ne venait pas d'un cirque. Elle a dit aussi que le nom de famille de l'enfant était Jeu du sort. Et puis, elle est morte un peu plus tard sans ajouter un mot. Alors on a appelé l'enfant comme elle l'avait souhaité, puisque ça semblait si important pour cette pauvre fille. Mais aucun Tom, aucun Elvis, aucun Jeu du sort n'est jamais venu le voir, ni aucun autre membre de la famille. On l'a donc gardé à l'orphelinat, et il y est toujours resté. Madame Cole, presque machinalement, remplit à nouveau son verre d'une solide mesure de gin. 2 taches roses étaient apparues en haut de ses pommettes, puis elle reprit. C'est un drôle de garçon. Oui, dit Dumbledore, je m'y attendais un peu. C'était un drôle de bébé aussi, et il ne pleurait presque jamais. Et quand il a un peu grandi, il est devenu bizarre. Bizarre en quel sens? Interrogea Dumbledore avec douceur. Eh bien, Mais Madame Cole s'interrompit, et il n'y avait rien de flou, ni de vague dans le regard inquisiteur qu'elle lui lança par-dessus son verre de gin. Il est définitivement inscrit dans votre école, dites-vous. Définitivement, assura Dumbledore. Et rien de ce que je pourrais vous raconter n'y changera quoi que ce soit. Rien, répondit Dumbledore. Vous l'emmènerez avec vous quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, répéta Dumbledore d'un ton grave. Elle l'observait avec attention, semblant se demander si elle pourrait ou non avoir confiance en lui. Apparemment, elle estima qu'elle le pouvait car elle dit soudain d'une voix précipitée. Il fait peur aux autres enfants. Vous voulez dire qu'il les brutalise? Demanda Dumbledore. Je pense que oui, répondit Madame Cole, les sourcils légèrement froncés. Mais il est très difficile de le prendre sur le fait. Il y a eu des incidents, des choses très désagréables. Dumbledore ne la pressa pas d'en dire davantage, mais Harry voyait très bien qu'il était très intéressé. Elle but une nouvelle gorgée de gin, et ses joues roses prirent une teinte un peu plus foncée. Le lapin de Billy Stube. Tom a affirmé que ce n'était pas lui, et je ne vois pas comment il aurait pu faire ça, mais quand même, il ne se serait pas pendu tout seul à une poudre de toit. Je ne pense pas, dit Dumbledore à voix basse. Comment s'y est-il pris pour monter là-haut? Je n'en sais fiche de rien. Tout ce que je peux dire, c'est que Billy et lui s'étaient disputés la veille, et puis Madame Cole but une autre gorgée de gin qu'elle renversa en partie sur son menton. En revenant de notre excursion d'été, 1 fois par an, on les emmène à la campagne au bord de la mer. Amy Benson et Dennis Bishop n'ont plus jamais été les mêmes. Tout ce qu'on a pu tirer d'eux, c'est qu'ils sont allés dans une grotte avec Tom Jeu du sort. Il a juré qu'il n'était simplement entré pour voir, mais je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose là-dedans. Il y a bien d'autres histoires, de drôles d'histoires. Elle leva de nouveau la tête vers Dumbledore, et malgré la rougeur de ses joues, elle avait le regard assuré. Je crois qu'il ne se trouvera pas beaucoup de gens pour le regretter. Vous comprenez bien, je pense, que nous ne le garderons pas à l'école tout au long de l'année.
Dumbledore. Il faudra qu'il revienne ici au moins chaque été. Ça vaut mieux que de prendre un coup de tisonnier sur le crâne, répondit Madame Cole avec un léger hoquet. Elle se leva, et Harry fut étonné de voir qu'elle tenait fermement debout, bien que la bouteille de gin soit toute de tire vide. J'imagine que vous avez envie de le voir. Oui, j'aimerais beaucoup, assura Dumbledore en se levant à son tour. Ils sortirent du bureau, et elle le conduisit dans les étages, distribuant instructions et remontrances à ses aides et aux enfants qu'elle croisait. Harry remarqua que les orphelins portaient tous la même tunique grisâtre. Ils paraissaient raisonnablement bien traités, mais ce n'était sûrement pas l'endroit le plus joyeux pour passer sa jeunesse. Voilà, c'est ici, dit Madame Cole. Ils s'arrêtèrent au deuxième étage, devant la première porte d'un long couloir. Elle frappa 2 fois et entra. Tom, tu as de la visite. Voici Monsieur Dumbarton. Pardon, Dumbledore. Il est venu te dire, enfin, il vaut mieux qu'il t'explique ça lui-même. Harry et les 2 Dumbledore entrèrent dans la pièce, tandis que Madame Cole refermait la porte derrière eux. C'était une petite chambre, nue, qui ne comportait qu'une vieille armoire et un lit en fer. Un garçon était assis sur les couvertures grises, les jambes étendues devant lui, tenant un livre à la main. Ce léger don qui rêve. Ça devrait aller. Il n'y avait pas de traces des contes sur le visage de Tom Jedusor. Le dernier vœu de Mérobé avait été exaucé. C'était le portrait en miniature de son bel homme de père. Le teint pâle et les cheveux bruns. Il était grand pour un garçon de 11 ans. Ses yeux se plissèrent légèrement lorsqu'il vit la tenue excentrique de Dumbledore. Il y eut un moment de silence. « Comment vas-tu, Tom » demanda Dumbledore en s'approchant de lui, la main tendue. Le garçon hésita, puis lui serra la main. Dumbledore tira l'unique chaise de bois dur qui se trouvait dans la pièce et s'assit à côté de lui. Ils avaient l'air à présent d'un malade et d'un visiteur dans un hôpital. « Je suis le professeur Dumbledore. »« Professeur » répéta Jedusor. Il paraissait méfiant. « C'est un peu comme docteur, non? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est elle qui vous a amené pour m'examiner. » Il montra du doigt la porte par laquelle Madame Cole venait de sortir. « Non, non, répondit Dumbledore avec un sourire. « Je ne vous crois pas, répliqua Jedusor. Elle veut qu'on m'examine, c'est ça? Dites la vérité. » Il prononça ces 3 derniers mots d'un ton claironnant, qui avait presque quelque chose de choquant. C'était un ordre qu'il semblait avoir souvent donné auparavant. Ses yeux s'étaient écarquillés, et son regard noir, il fixait Dumbledore qui ne réagit pas, continuant simplement de sourire aimablement. Quelques secondes plus tard, Jedusor cessa de l'observer, mais parut encore plus méfiant. « Qui êtes-vous? Je te l'ai dit, je suis le professeur Dumbledore. Et je travaille dans une école qui s'appelle Poudlard. Je suis venu te proposer une place dans cette école, ta nouvelle école, si tu acceptes de venir. » Jedusor eut une réaction des plus surprenantes, et il sauta de son lit et recula le plus loin possible de Dumbledore, l'air furieux. « N'essayez pas de me raconter des histoires. L'asile, c'est de là que vous venez, n'est-ce pas? Professeur, oui, bien sûr. Eh bien, je n'irai pas, compris. C'est cette vieille pie qui devrait y être à l'asile. Je n'ai jamais rien fait à la petite Amy Benson et à Dennis Bishop. Vous pouvez le leur demander, ils vous le confirmeront. » Je ne viens pas de l'asile, dit Dumbledore avec patience. Je suis un enseignant, et si tu veux bien t'asseoir clairement, je te parlerai de Poudlard. Mais bien sûr, si tu préfères ne pas y aller, personne ne t'y forcera.
essayer de m'y envoyer, ils verront bien, lança Jedusor d'un ton railleur. Poudlard, continua Dumbledore, comme s'il n'avait pas entendu, est une école réservée à des élèves qui ont des dispositions particulières. Je ne suis pas fou. Excusez-moi. Le pauvre Bichette, je l'ai réveillé, mais bon, pas le choix. Commence à aboyer un peu trop fort, va réveiller tout le monde. Je sais bien que tu n'es pas fou. Poudlard n'est pas une école pour les fous. C'est une école de magie. Il y eut un silence. Jedusor s'était figé, le visage sans expression, mais son regard se fixait alternativement sur chacun des yeux de Dumbledore, comme s'il essayait de déceler le mensonge dans l'un d'eux. De magie, répéta-t-il dans un murmure. Exactement, dit Dumbledore. C'est de la magie que j'arrive à faire. Qu'est-ce que tu arrives à faire? De toutes sortes de choses, répondit Jedusor dans un souffle. Sous le coup de l'excitation, une rougeur monta de son cou vers ses joues creuses, et il paraissait fébrile. J'arrive à déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux, sans que j'aie besoin de les dresser. Je peux attirer des ennuis aux gens qui me déplaisent, leur faire du mal si j'en ai envie. Ses jambes tremblaient, et il s'avança d'un pas vacillant. Il se rassit sur le lit, regardant ses mains, la tête baissée comme s'il priait. Je savais que j'étais différent des autres, murmura-t-il, les yeux fixés sur ses doigts frémissants. Je savais que j'étais exceptionnel. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en moi. Eh bien, tu avais raison, dit Dumbledore, qui ne souriait plus maintenant, mais observait intensément Jedusor. Tu es un sorcier. Jedusor releva la tête. Son visage était transfiguré. On y lisait un bonheur effréné, qui n'ajoutait rien à sa beauté pour autant. Au contraire, ses traits finement dessinés semblaient à présent plus grossiers, son expression presque bestiale. Vous aussi, vous êtes un sorcier? Oui, prouvez-le, exigea Jedusor, du même ton impérieux que lorsqu'il avait lancé « Dites la vérité ». Dumbledore haussa les sourcils. Si, comme je le crois, tu acceptes de prendre ta place à Poudlard, bien sûr que j'accepte. Tu devras m'appeler professeur ou monsieur. Le visage de Jedusor se durcit très fugitivement, mais d'une voix polie, qu'il ne se reconnaissait pas, il dit « Je suis désolé, monsieur. S'il vous plaît, professeur, pourriez-vous me montrer ?» Harry était sûr que Dumbledore allait refuser, répondre à Jedusor qu'il aurait plus de temps à Poudlard de se livrer à de telles démonstrations, que pour l'instant, ils étaient dans une maison pleine de moldus, et devait donc se montrer prudent. Mais, à sa grande surprise, Dumbledore sortit sa baguette magique d'une poche intérieure de sa veste, la pointa vers l'armoire minable qui se trouvait dans un coin, et donna une petite secousse d'un geste désinvolte. « Et coucou Titi, comment ça va? Bienvenue, installe-toi bien. » Aussitôt, l'armoire prit feu. Jedusor se releva d'un bond. Harry comprenait qu'il se mettait à hurler d'indignation et de rage. Tout ce qu'il devait posséder devait se trouver là. Mais, au moment où il se ruait sur Dumbledore, les flammes s'évanouirent, laissant l'armoire intacte. Jedusor regarda successivement l'armoire, puis Dumbledore, avec une expression avide. Il montra alors la baguette magique. Où est-ce que je peux en avoir une comme ça? On verra en temps utile, répondit Dumbledore. Pour l'instant, je crois que quelque chose essaye de sortir de ton armoire. En effet, un faible grattement s'était échappé. Pour la première fois, Jedusor parut effrayé. Et coucou, Clary, comment ça va? Installe-toi bien. Ouvre-la, dit Dumbledore. Jedusor hésita, puis,
Il traversa la pièce et ouvrit brusquement la porte de l'armoire. Installez-vous bien. Sur la plus haute étagère, au-dessus d'une tringle à laquelle étaient suspendus des vêtements usés jusqu'à la corde, une petite boîte en carton tremblait et bruissait, comme si des souris enfermées à l'intérieur essayaient frénétiquement de s'en échapper. Sors-la de l'armoire. Décontenancé, Jedusor prit la boîte qui continuait de trembloter entre ses mains. Et y a-t-il quelque chose dans cette boîte qui ne devrait pas être en ta possession? Ah oui, changement d'heure c'est compliqué aussi. Hein. C'est mort, clairement. Oui, c'est possible, monsieur, dit-il enfin, d'une voix neutre. Ouvre-la, ordonna Dumbledore. Jedusor ôta le couvercle et vida sur son lit le contenu de la boîte sans même y jeter un coup d'œil. Harry, qui s'attendait à voir quelque chose de plus excitant, vit un bric-à-brac de petits objets parmi lesquels un yo-yo, un dé à coudre en argent et un harmonica terni. Dès qu'ils furent libérés de leur boîte, les objets cessèrent de trembler et restèrent parfaitement immobiles sur les couvertures. Tu les rendras à leur propriétaire avec tes excuses, dit Dumbledore d'une voix calme, en rangeant sa baguette dans sa poche. Je saurai si tu l'as fait ou pas, et tu dois être prévenu. Le n'est pas toléré à Poudlard. Jedusor ne parut pas gêner le moins du monde, et il continuait d'évaluer Dumbledore d'un regard froid. Enfin, il dit d'une voix sans timbre. Bien, monsieur. À Poudlard, poursuivit Dumbledore, on apprend non seulement à se servir de la magie, mais à la contrôler. Tu as, par inadvertance, j'en suis sûr, fait usage de tes pouvoirs d'une manière qui n'est ni enseignée, ni acceptée dans notre école. Tu n'es pas le premier, et tu ne seras pas le dernier, à te laisser emporter par tes dons de sorcier. Mais tu dois savoir que Poudlard peut très bien exclure des élèves, et que le ministère de la magie, oui, il existe un ministère, punit encore plus sévèrement ceux qui violent la loi. Tous les nouveaux sorciers doivent accepter, lorsqu'ils entrent dans notre monde, de se soumettre à ces lois. Oui, monsieur, répéta Jedusor. Il était impossible de deviner ce qu'il pensait. Son visage restait dénué d'expression, pendant qu'il rassemblait dans une boîte en carton son petit butin d'objets volés. Quand il eut terminé, il se tourna vers Dumbledore et dit sans détour « Je n'ai pas du tout d'argent. » On peut aisément y remédier, assura Dumbledore en sortant de sa poche une bourse de cuir. Il y a un fonds à Poudlard spécialement destiné à ceux qui en ont besoin d'assistance pour se procurer des livres et des robes de sorcier. Tu devras sans doute acheter certains de tes grimoires d'occasion. Mais où achète-t-on des grimoires? Interrompit Jedusor, qui avait pris la bourse bien garnie sans remercier Dumbledore et examinait à présent un gros galion d'or. Sur le chemin de traverse, répondit Dumbledore, j'ai sur moi la liste de tes livres et de tes fournitures scolaires. Je peux t'aider à trouver tout ce qu'il te faut. Vous allez venir avec moi? Demanda Jedusor en levant les yeux. Certainement, si tu... Je n'ai pas besoin de vous, coupa Jedusor. J'ai l'habitude de faire les choses moi-même. Je me promène tout le temps dans Londres. Comment s'y prend-on pour aller sur le chemin de traverse, monsieur? Ajouta-t-il en croisant le regard de Dumbledore. Harry pensait que Dumbledore insisterait pour l'accompagner. Mais cette fois encore, il fut surpris. Dumbledore lui tendit l'enveloppe qui contenait la liste, et après lui avoir expliqué exactement comment se rendre au chaudron baveur depuis l'orphelinat, il précisa. Tu le verras alors que les moldus autour de toi, les gens qui n'ont pas de pouvoir magique, ne remarqueront rien du tout. Tu demanderas Tom, le barman. C'est facile à retenir, il a le même prénom que toi. Jedusor eut un mouvement d'impatience, comme s'il essayait de chasser une mouche qui l'énervait. Tu n'aimes pas ce prénom, Tom? Il y a beaucoup de Tom, marmonna Jedusor. Puis, incapable de réprimer l'envie de poser la question, comme si elle surgissait malgré lui, il demanda Est-ce que mon père était un sorcier?
s'appelait Tom Jedusor. J'ai bien peur de ne pas le savoir, dit Dumbledore d'une voix douce. Ma mère n'a sûrement pas de pouvoir magique, sinon elle ne serait pas morte, dit Jedusor, plus à lui-même qu'à Dumbledore. C'était sans doute lui, le sorcier. Et une fois que j'aurai acheté mes affaires, quand est-ce que j'irai à Poudlard? Tous les détails sont indiqués sur le 2e parchemin de ton enveloppe, dit Dumbledore. Tu partiras de la gare King's Cross le 1er septembre. Il y a aussi un billet de train. Jedusor acquiesça d'un signe de tête. Dumbledore se leva et tendit à nouveau. En la serrant, Jedusor dit: Je sais parler aux serpents. Je m'en suis aperçu quand nous sommes allés en excursion à la campagne. Ils viennent me voir, ils me murmurent des choses. C'est normal pour un sorcier. Harry voyait qu'il avait attendu ce moment pour mentionner ce très étrange pouvoir, décidé à impressionner son interlocuteur. C'est inhabituel, répondit Dumbledore après un moment d'hésitation. Mais ça s'est déjà vu. Il avait parlé d'un ton dégagé, mais ses yeux détaillaient le visage de Jedusor d'une étrange manière. L'homme et le jeune garçon restèrent un moment face à face, se regardant fixement. Puis, leurs mains se séparèrent. Dumbledore s'avança vers la porte. « Au revoir, Tom. Je te retrouverai à Poudlard. » « Je pense que ça suffira, » dit alors Dumbledore aux cheveux blancs qui se tenait à côté de Harry. Quelques secondes plus tard, ils se levèrent à nouveau dans l'obscurité, en état d'apesanteur avant de revenir dans le temps présent, atterrissant en plein milieu du bureau. « Assieds-toi, » dit Dumbledore. Harry obéit, la tête encore pleine de ce qu'il venait de voir. Il l'a cru beaucoup plus vite que moi, quand vous lui avez annoncé qu'il était un sorcier, dit Harry. Moi, au début, je ne croyais pas à Hagrid quand il me l'a révélé. Oui, Jedusor se montrait tout disposé à accepter l'idée qu'il était, pour envelopper ses propres termes, quelqu'un d'exceptionnel, dit Dumbledore. Et vous saviez à l'époque, demanda Harry. Savais-je que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps? Non, je n'en avais pas la moindre idée de ce qu'il allait devenir. Mais il est certain qu'il m'intriguait. Je suis rentré à Poudlard avec l'intention de garder un œil sur lui, ce que j'aurais fait de toute façon, étant donné qu'il était seul et sans amis. Mais je sentais déjà que c'était nécessaire, pour le bien des autres. Plus pour le bien des autres que pour le sien. Coucou Akai, comment tu vas? Installe-toi bien. Ça fait plaisir de te voir. Ses pouvoirs, tu l'as entendu, étaient étonnamment développés pour un sorcier aussi jeune. Plus intéressant et plus inquiétant encore, il avait déjà découvert qu'il était capable de les contrôler dans une certaine mesure et avait commencé à en faire usage consciemment. Comme tu l'as vu, il ne s'agissait pas des expériences typiques que les jeunes sorciers tentent un peu au hasard. Il se servait déjà de la magie contre les autres pour les effrayer, les punir, les soumettre à sa volonté. Bah écoute, ça va bien, petit ASMR tranquille au calme, ça fait plaisir. Les petites histoires du lapin étranglé ou du garçon et de la fille attirée dans une grotte étaient très révélatrices. Je peux leur faire du mal si j'en ai envie. Et c'était un fourche-langue, ajouta Harry. Oui, en effet, une aptitude très rare qu'on associe généralement aux forces du mal, bien que, comme nous le savons, il existe aussi des fourches-langues assez chez les grands et les nobles sorciers. En fait, ce n'est pas tant sa capacité à parler avec les serpents qui m'intéresse que ses tendances manifestes à l'impunité, au secret et à la domination. Le temps s'est encore joué de nous, poursuivit Dumbledore en montrant le ciel assombri qu'on voyait par les fenêtres. Mais avant que nous nous séparions, je voudrais attirer ton attention sur certains détails de la scène à laquelle nous venons d'assister, car ils auront une grande importance dans les sujets
que nous aborderons lors de nos futures rencontres. Tout d'abord, j'espère que tu as remarqué la réaction de Jeu du sort quand j'ai parlé de quelqu'un qui s'appelait également Tom. Harry acquiesça. Il montrait là son mépris pour tout ce qui pouvait le lier aux autres, tout ce qui pouvait faire de lui quelqu'un d'ordinaire. Même à cette époque, il voulait être différent, indépendant, redouté. Comme tu le sais, il a abandonné son nom quelques années après cette conversation pour se créer le masque de Lord Voldemort, derrière lequel il se cache depuis si longtemps. Tu as dû aussi noter que Tom Jedusor était déjà très autonome, secret et apparemment sans amis. Il n'a pas voulu être aidé ni accompagné pour aller sur le chemin de traverse. Il voulait agir seul. Le vol lui tenait à changer. Tu entendras de nombreux changements. Quelles sont sa confiance? Quels sont les seuls à être proches de lui? Les seuls à le comprendre. Ils se font des illusions. Lord Voldemort n'a jamais eu d'amis, et je ne crois pas qu'il ait jamais voulu en avoir. Enfin, j'espère que tu n'es pas trop fatigué pour prêter attention à ceci, Harry. Le jeune Tom Jedusor aimait collectionner les trophées. Tu as vu la boîte remplie d'objets volés qu'il avait cachés dans sa chambre. Il les avait pris aux victimes de ses brutalités, comme des souvenirs, pourrait-on dire, de ses pratiques magiques singulières déplaisantes. N'oublie jamais cette tendance à jouer les billes voleuses, car ce point-là en particulier se révélera essentiel pour la suite. Maintenant, je crois qu'il est vraiment temps d'aller se coucher. Harry se leva. Lorsqu'il traversa la pièce, son regard se posa sur la petite table où se trouvait la bague de Gaunt. La dernière fois, mais elle n'était plus là. Oui, dit Dumbledore en voyant Harry s'arrêter. La bague a disparu, remarqua Harry, qui la cherchait des yeux. Mais je pensais que vous auriez peut-être l'harmonica ou autre chose. Dumbledore lui lança un regard rayonnant dessus ses lunettes en demi-lune. Très perspicace, mais l'harmonica n'était rien d'autre qu'un simple harmonica. Et sur cette réflexion énigmatique, il adressa à Harry un signe de revoir qui signifiait que le moment était venu de prendre congé. Fin de chapitre, les loups. Encore un chapitre et on va au dodo. Je bois un coup et je reprends. Du coup c'est cool, pendant les pauses je peux regarder quel Pokémon vous aimez bien. C'est cool. Alors, chapitre 14. Félix Félicis. Le lendemain matin, à la première, Harry avait un cours de botanique. Pendant le petit déjeuner, il n'avait pas pu raconter à Ron et à Hermione sa séance de la veille. Pas peur d'être entendu, mais il les mit au courant au moment où ils traversèrent le potager pour se rendre dans les serres. Le vent violent qui avait soufflé tout le week-end avait enfin cessé, mais l'étrange brume était revenue et il leur fallut plus de temps qu'à l'ordinaire pour trouver la serre où le cours avait lieu. Oui, des ninjas écumes. Mais tu peux changer si tu vas dans Stream Avatar, en bas, non, sous le stream, ou sur le côté du stream. Tu peux changer, tu peux choisir tout ce que tu veux comme Pokémon, il y a même d'autres trucs que Pokémon. Waouh, il fait peur le petit tu sais qui, dit Ron à voix basse. Ils prirent place autour de l'une des souches de Snaggleouf, aux branches noueuses, qui continuaient leur sujet d'étude du trimestre et enfilèrent leurs gants de protection. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Dumbledore te montre tout ça. D'accord, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Je n'en sais rien, répondit Harry, en glissant dans sa bouche un protège-dents. Mais il dit que c'est important et que ça va m'aider à survivre. T'as pris quoi, Écume? Ah, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, voilà. C'est un crabe, croix-beau. Crabe, je sais plus.
que c'est fascinant, assura Hermione d'un air très sérieux. Il est parfaitement logique d'essayer d'en savoir le plus possible sur Voldemort. Sinon, comment découvrir ses faiblesses? Gradobo, voilà, merci beaucoup. Au fait, comment s'est passée la dernière soirée de Slughorn? Lui demanda Harry, l'articulation pâteuse à cause du protège-dents. Oh, on s'est bien amusé, répondit Hermione, qui mettait à présent ses lunettes protectrices. Bien sûr, il radote un peu sur ses anciens élèves devenus célèbres, et il se prosterne littéralement devant McLaggen à cause des gens importants qui sont dans sa famille. Mais on mange très bien chez lui. Et il nous a présenté Gwyneth Jones. Gwyneth Jones, s'exclama Ron, en ouvrant des yeux ronds comme des soucoupes. Là, Gwyneth Jones, la capitaine des harpies de Holyhead. Excusez-moi pour les noms, je suis une merde là-dessus. C'est ça, dit Hermione. Personnellement, je l'ai trouvé un peu d'elle-même. Ça suffit les bavardages là-bas, lança vivement le professeur Chourave en se précipitant vers eux, la mine sévère. Vous êtes à la traîne. Tous les autres ont commencé et Neville a déjà trouvé sa première gousse. Et ils se retournèrent et virent, putain, je vais y arriver. En effet, Neville, là, ensanglanté, à côté du visage sillonné de terribles escarlades, serrant dans sa main une boule verte de la taille d'un pamplemousse qui palpitait désagréablement. C'est hallucinant comme les cours de botanique ont l'air répugnants, c'est vraiment immonde. Il fallait que je le dise. D'accord, professeur, nous commençons tout de suite, dit Ron, qui ajouta à voix basse dès qu'elle se fut éloignée. Tu aurais dû te servir de la sourdiato, Harry. Non, il n'aurait pas dû, protesta Hermione très en colère, comme chaque fois qu'on parlait du prince de s'en mêler ou de ses sortilèges. Bon, allons-y, il est temps de s'y mettre. Elle jeta aux deux autres un regard d'appréhension. Tous trois prirent une profonde inspiration, puis fondirent sur leurs souches noueuses posées entre eux. Celle-ci s'anima soudain. Les longues tiges épineuses, semblables à des ronces, surgirent en claquant comme des fouets. L'une d'elles s'en mêla dans les cheveux d'Hermione, et Ron la repoussa à l'aide d'un sécateur. Harry parvint à attraper deux autres tiges qui la rattacha ensemble. Une cavité s'ouvrit au milieu des tentacules, et Hermione plongea courageusement le bras dans le trou qui se referma comme un piège autour de son coude. Harry et Ron écartèrent les tiges et tirèrent dessus avec vigueur, forçant le trou à se rouvrir. Hermione put ainsi libérer son bras d'un coup sec, les doigts crispés, autour d'une gousse identique à celle d'Enneville. Aussitôt, les tentacules hérissés d'épines se rétractèrent et disparurent à l'intérieur de la souche, qui reprit l'aspect d'un innocent morceau de bois. Je crois que, quand j'aurai ma propre maison, on ne verra pas ce genre de plante dans mon jardin, dit Ron, qui avait remonté ses lunettes sur son front et épongé la sueur de son visage. Passe-moi un bol, dit Hermione en tenant à bout de bras la gousse palpitante. Harry lui entendit un lorsque laquelle elle laissa tomber d'un air dégoûté. Alors, ne faites pas vos délicats, ouvrez-les. Elles sont meilleures quand elles sont bien fraîches, s'exclama le professeur Chourave. De toute façon, dit Hermione, en poursuivant leur conversation, comme si elle n'avait pas été interrompue par l'attaque d'un morceau de bois. Slughorn va organiser une fête à Noël, et cette fois, plus question de te défiler, Harry, parce qu'il m'a demandé de vérifier quelles étaient tes soirées de libre pour choisir une date où tu pourrais venir. Harry poussa un gémissement. Ron, qui s'était levé et essayait d'ouvrir la gousse, en appuyant dessus à deux mains contre le fond du bocal, lança d'un ton furieux. Ce sera encore une soirée pour les chouchous de Slughorn, bien sûr. Oui, il y aura les mêmes membres du club de Slug, répondit Hermione. La gousse glissa brusquement sous les doigts de Ron, fut projetée contre la paroi de la serre, rebondit et atterrit sur la tête du professeur Chourave, dont elle vit tomber le vieux chapeau rapiécé. Harry alla la récupérer lorsqu'il la rapporta. Il entendit Hermione dire « Écoute, ce n'est pas moi qui ai inventé le club de Slug. Le club de Slug, répéta Ron en ricanant, méprisant, digne de Malfoy.
Slug, c'est pitoyable. On dirait un nom de limace. Enfin, j'espère que tu t'amuseras bien. Essaye de séduire McLagan, comme ça. Slughorn pourra vous couronner roi et reine des limaces. On a le droit d'emmener des invités, dit Hermione, dont le teint, pour on ne savait quelle raison, avait pris une couleur rouge vive. Et je voulais justement te demander de venir avec moi. Mais si tu penses que c'est vraiment trop stupide, je ne me donnerai pas cette peine. Ah, regretta soudain que la gousse n'ait pas été jetée un peu plus loin. Il n'aurait pas été obligé de revenir tout de suite, s'asseoir à côté d'eux, sans que ni Ron ni Hermione le remarquent. Il prit le bol et tenta d'ouvrir la gousse par les moyens les plus bruyants et les plus énergiques qu'il puisse imaginer. Malheureusement, il entendait quand même chaque mot de leur conversation. « Tu voulais m'inviter ?» demanda Ron d'un ton qui avait complètement changé. Mais si tu préfères que j'essaye de séduire McLagan. Il y eut un silence pendant lequel Harry continua de frapper vigoureusement la gousse élastique avec un déplantoir. Non, j'aimerais mieux pas, murmura Ron à voix très basse. Harry manqua un coup et abattit le déplantoir sur le bol qui se fracassa. Répond, dit-il aussitôt, en tapotant le morceau avec le bout de sa baguette magique, et le bol se reconstitua. Le bruit cependant avait rappelé sa présence à Ron et à Hermione. Celle-ci, très énervée, se mit à feuilleter péniblement son exemplaire des arbres carnivores du monde pour trouver de quelle façon il convenait d'extraire le jus de gousse de Snagglepuff. Ron, de son côté, semblait penaud, mais également assez content de lui. « Donne-moi ça, Harry, dit soudain Hermione. Il paraît qu'il faut les presser avec quelque chose de pointu. » Harry lui passa la gousse dans le bol, puis Ron et lui remirent leurs lunettes devant leurs yeux et plongèrent à nouveau dans la souche. Ce ne fut pas vraiment une surprise, estima Harry, alors qu'il se battait contre une tige hérissée d'épines qui essayait de l'étrangler. Cela pouvait arriver un jour ou l'autre, il y avait déjà songé, mais il ne savait pas très bien quoi en penser. Cho et lui n'osaient plus échanger un regard, encore moins s'adresser la parole. Que se passerait-il si Ron et Hermione commençaient à sortir ensemble, puis se disputaient? Leur amitié survivrait-elle à la rupture? Harry se rappela quelques semaines pendant lesquelles ils ne s'étaient plus parlé en troisième année. Il n'avait guère apprécié de devoir jouer les médiateurs pour essayer de rétablir le lien entre eux. Et s'ils ne se disputaient pas, s'ils devenaient comme Bill et Fleur, et qu'elle se trouve désormais terriblement gênée en leur présence, au point de se sentir exclue pour de bon. « Je l'ai eu !» s'exclama Ron en arrachant une deuxième gousse de la souche, au moment même où Hermione parvenait à ouvrir la première, remplissant le bol de tubercules qui se tortillaient comme des asticots verdâtres. C'est immonde, vraiment. Jusqu'à la fin du cours, il ne fut plus question de la soirée chez Slughorn. Dans les jours qui suivirent, Harry les observa plus attentivement, mais le comportement de Ron et d'Hermione n'avait pas changé, si ce n'est qu'ils se montraient un peu plus courtois qu'à l'ordinaire l'un envers l'autre. Harry pensa qu'il fallait attendre de voir ce qu'il se passerait le soir de la fête, sous l'influence de la bière au beurre, dans le salon, aux lumières tamisées de Slughorn. Mais pour l'instant, il avait des préoccupations plus urgentes. Katy Bell se trouvait toujours à Saint-Mangouste, sans qu'on sache quand elles en sortiraient, ce qui signifiait que la très prometteuse équipe de Gryffondor, entraînée par Harry avec tant d'application depuis le mois de septembre, se retrouvait avec une poursuiveuse en moins. Il remettait sans cesse à plus tard la question de remplacer Katy Bell dans l'espoir qu'elle reviendrait, mais leur match d'ouverture contre Serpentard approchait et il dut finalement admettre l'idée qu'elle ne serait pas de retour à temps. Harry ne pensait pas supporter une nouvelle séance d'essai ouverte à tous les élèves de Gryffondor, avec un serment au cœur qui ne donne pas grand-chose au Quidditch. Il prit donc Dean Thomas à part à la fin d'un cours de métamorphose. La plupart des élèves étaient déjà partis,
Mais les oiseaux jaunes continuaient de voler en gazouillant à travers la salle, tous créés par Hermione. Personne d'autre n'avait réussi à faire surgir ne serait-ce qu'une plume. Ça t'intéresse toujours de jouer au poste de poursuiveur? Que quoi? Ouais, bien sûr, s'exclama Dean surexcité. Par-dessus l'épaule de Dean, Harry vit Seamus Finnegan ouvrir ses livres dans son sac d'un air. Harry savait très bien que Seamus n'aimerait pas qu'il demande à Dean de remplacer Cathy, et c'était une des raisons pour lesquelles il aurait préféré s'en abstenir. Mais d'un autre côté, il devait agir dans l'intérêt de l'équipe, et Dean avait été meilleur que Seamus au CC. Alors c'est d'accord, je te prends, dit Harry. On a un entraînement ce soir à 7 heures. Très bien, répondit Dean. Merci Harry, j'ai hâte de raconter ça à Ginny. Il se rua hors de la pièce, laissant Harry seul avec Seamus. Une situation quelque peu inconfortable, qui ne s'arrangea guère lorsqu'une fiente d'oiseau tomba sur la tête de Seamus, alors que l'un des canaris d'Hermione volait au-dessus d'eux. Seamus ne fut pas le seul à être mécontent du choix de Harry. On murmurait beaucoup dans la salle commune sur le fait qu'il avait sélectionné dans l'équipe 2 de ses camarades de classe. Comme Harry avait été l'objet de rumeurs bien pires au cours de sa carrière solitaire, il ne s'inquiétait pas outre mesure. Mais cela semblait malgré tout mais il sentait malgré tout la pression monter. Il fallait obtenir une victoire dans le match contre Serpentard. Si Gryffondor gagnait, il le savait, tous les élèves de sa maison oublieraient qu'il l'avait critiqué et jureraient qu'ils avaient tous considéré leur équipe comme la meilleure qui soit. Mais s'il perdait... songea Harry avec une pointe d'ironie. Il avait connu pire en matière de murmures. Harry n'eut pas lieu de regretter son choix lorsqu'il vit Dean voler ce soir-là. Il fit un excellent travail avec Ginny et Demelza. Quant à Pix et Cotte, les batteurs, ils s'amélioraient sans cesse. Le seul problème, c'était Ron. Harry savait depuis toujours que Ron était un joueur imprévisible qui souffrait du trac et d'un manque de confiance en lui. Malheureusement, l'approche du premier match de la saison semblait avoir ramené à la surface toutes ses vieilles appréhensions. Après avoir laissé entrer une demi-douzaine de buts, la plupart tirés par Ginny, son jeu devint de plus en plus incohérent jusqu'à ce qu'il finisse par donner un coup de poing dans la bouche de Demelzela qui arrivait devant lui. C'était un accident, je suis désolé, Demelzela. Demelza, j'arrive pas à prononcer son prénom. Vraiment désolé, lui cria Ron. Après qu'elle fut descendue au sol en zigzag, son sang coulant un peu partout. J'ai simplement paniqué, dit Ginny avec colère. Elle atterrit à côté de Demelza et examina sa lèvre enflée. Ron, espèce de crétin, regarde dans quel état elle est. Je peux arranger ça, affirma Harry, en se posant à son tour. Il pointa sa baguette sur Demelza et prononça la formule. Épisquet. Et toi, Ginny, ajouta-t-il, n'insulte pas Ron, tu n'es pas capitaine de l'équipe. Tu étais trop occupé à le traiter toi-même de crétin, donc j'ai pensé que quelqu'un devait le faire à ta place. Harry s'efforça de ne pas éclater de rire. Allons-y, on reprend, tout le monde en vole. Dans l'ensemble, ce fut l'une des pires séances d'entraînement qu'ils aient eu connues depuis le début du trimestre. Mais Harry pensa que la franchise n'était pas la meilleure politique à adopter en si peu de temps avant leur premier match. Vous avez tous fait du très bon travail, assura-t-il d'un ton énergique. Je crois qu'on va écraser les Serpentards. Poursuiveur et batteur semblaient passablement satisfaits en quittant les vestiaires. J'ai joué comme de la bouse de dragon, dit Ron d'une voix éteinte, lorsque la porte se fut refermée derrière Ginny. Mais non, répliqua Harry avec fermeté. Tu as été le meilleur gardien aux essais, Ron. Le seul problème, c'est tes nerfs. Tout au long du chemin qui les ramenait au château, il déversa son flot continu d'encouragement, et lorsqu'ils eurent atteint le 2e étage, Ron paraissait légèrement plus joyeux. Mais, au moment où Harry écartait la tapisserie qui masquait leur habituel raccourci vers la tour de Gryffondor, ils virent Dean et Ginny, étroitement enlacés, qui s'embrassaient furieusement comme s'ils avaient été collés l'un à l'autre. Harry eut alors l'impression qu'une grosse créature couverte d'écailles prenait vie dans son ventre, lui griffait les entrailles. Il lui semblait qu'un sang brûlant inondait son cerveau
laissant plus qu'un désir sauvage de se transformer Dean en un tas de gelée. Aux prises d'une soudaine folie, il entendit la voix de Ron comme s'il lui parvenait de très loin. Et là, Dean et Ginny se séparèrent et se tournèrent vers eux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Ginny. « Je ne veux pas voir ma propre sœur picoter les gens en public. » Ce couloir était désert avant ton arrivée, protesta Ginny. Dean paraissait mal à l'aise. Il adressa à Harry un sourire fuyant que Harry ne lui rendit pas. S'il avait écouté le monstre qui venait de naître en lui, il aurait immédiatement renvoyé Dean de l'équipe de Quidditch. Viens, Ginny, murmura Dean. On n'a qu'à retourner dans la salle commune. Vas-y tout seul, lança Ginny. Moi, j'ai 2 mots à dire à mon cher frère. Dean s'éloigna, n'éprouvant apparemment aucun regret de quitter les lieux. Bon, alors, reprit Ginny, qui rejeta en arrière ses cheveux ronds, en fixant Ron d'un regard noir. On va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Je sors avec qui je veux, et je fais ce que je veux. Ça ne te regarde pas, Ron. Si, ça me regarde, répliqua Ron d'un ton aussi furieux. Tu crois vraiment que j'ai envie d'entendre dire que ma sœur est une quoi? S'écria Ginny, en sortant sa baguette. Une quoi, exactement? Il ne pense pas ce qu'il a dit, déclara machinalement Harry, bien qu'il entendît en lui les rugissements du monstre qui approuvait les paroles de Ron. Aussi, il le pense, s'exclama Ginny, en s'emportant cette fois contre Harry. Il le pense tout simplement parce que lui n'a jamais bigoté personne dans sa vie, et que le plus beau baiser qu'il ait jamais eu, c'est celui de notre tante Marthe. Ferme-la, beugla Ron, dont le teint prit une couleur bordeaux, sans même passer par le rouge. Non, je ne la fermerai pas, hurla Ginny, folle de rage. Je t'ai vu avec Flork, tu espérais toujours qu'elle te donnerait un baiser sur la joue chaque fois que tu la voyais. C'était pitoyable. Si tu sortais de temps en temps, et que toi aussi, tu es quelqu'un à embrasser, ça te gênerait moins de voir que tous les autres le font. Ron avait à son tour sorti sa baguette. Harry se précipita entre eux. Tu ne sais pas de quoi tu parles, contre Ron. Il essayait de viser Ginny, en contournant Harry qui espérait placer devant elle, bras écartés. Moi, je ne fais pas ça en public, voilà tout. Ginny hurla d'un rire moqueur, s'efforçant d'écarter Harry de son chemin. Tu as embrassé Coquesigre, c'est ça? Ou peut-être que tu as une photo de tante Muriel cachée sous ton oreiller. Une traînée de lumière orange jaillit en passant sous le bras de Harry et manqua Ginny de quelques centimètres. Harry poussa Ron contre le mur. Ne sois pas idiot. Harry a embrassé Cho Chang, s'écria Ginny, qui semblait à présent au bord des larmes, et Hermione a embrassé Victor Krum. Il n'y a que toi qui allais te trouver ça dégoûtant, Ron, et c'est parce que tu as peut-être pas autant d'expérience qu'un garçon de 12 ans. Puis, elle les planta là, en filant comme un ouragan. Harry lâcha Ron qui avait une expression meurtrière. Ils restèrent tous deux côte à côte, la respiration haletante, jusqu'à ce que Miss Tain, le chat de Rusard, apparaisse à l'angle du couloir, relâchant la tension. Viens, dit Harry, tandis qu'approchait le bas traîneau de Rusard. Ils montèrent les escaliers 4 à 4 et se hâtèrent le long d'un couloir du 7e étage. Ôte-toi de mon chemin, toi, aboya Ron à l'adresse d'une petite fille qui sursauta de frayeur en laissant tomber ses flacons d'œufs de crapaud. Harry entendit à peine et il se sentait désorienté, étourdi. On devait éprouver une impression semblable quand on était frappé par. C'est simplement parce qu'elle est la sœur de Ron, se dit-il. Ça ne t'a pas plu de l'avoir embrassée, Dean, parce qu'elle est la sœur de Ron. Une image pourtant s'imposa dans son esprit. Dans ce même couloir désert, c'était lui, tout à coup, qui embrassait Ginny. Le monstre apaisé et ronronné, pressant dans sa poitrine. Mais il vit aussi l'image de Ron, qui écartait la tapisserie en l'arrachant à moitié et menaçait Harry de sa baguette, hurlant quelque chose comme « Traite ma confiance, toi, qui te disais mon ami. » Tu crois vraiment qu'Hermione a embrassé Krum? Demanda soudain Ron, alors qu'il s'approchait de la grosse dame. Harry sursauta, avec un sentiment coupable. Il chassa de son imagination la vision d'un couloir dans lequel Ron, cette fois, ne se montrait pas, et où il pouvait
tirer les pires conclusions en voyant l'expression de Harry. Potage royal, dit-il d'un air sombre à la grosse dame. Et ils se glissèrent par le trou du portrait pour entrer dans la salle commune. Ni l'un ni l'autre ne parlèrent plus de Ginny. En fait, ils échangèrent à peine quelques mots ce soir-là et allèrent se coucher en silence, chacun absorbé par ses propres pensées. Harry resta longtemps étendu, les yeux ouverts contemplant le dais de son lit à baldaquin et s'efforçant de se convaincre que ses sentiments pour Ginny étaient autres que celles d'un gros frère. D'ailleurs, n'avait-il pas vécu comme frère et sœur pendant tout l'été, jouant au Quidditch, taquinant Ron et riant de Bill et de Flurk? Il avait maintenant des années qu'il connaissait Ginny. Il était naturel qu'il ait tendance à la protéger, naturel qu'il se soucie de veiller sur elle, qu'il veuille couper Dean en morceaux pour l'avoir embrassée. Non, il faudrait qu'il exerce un plus grand contrôle sur cet aspect de ses sentiments fraternels. Ron émit un ronflement qui ressemblait à un grognement. Elle est la sœur de Ron, songea Harry avec fermeté. La sœur de Ron, elle est intouchable. Pour rien au monde, il ne mettrait en péril son amitié avec Ron. Il rattrapa son oreiller à coups il retapa son oreiller à coups de poing et attendit le sommeil, essayant de son mieux d'empêcher ses pensées de s'égarer du côté de Ginny. Le lendemain matin, Harry se réveilla un peu étourdi et désorienté par une série de rêves dans lesquels Ron l'avait poursuivi avec une batte de Quidditch. À midi pourtant, il aurait été heureux de retrouver Ron, le Ron de ses rêves, plutôt que le vrai, qui non seulement faisait la tête à Ginny et à Dean, mais traitait avec une indifférence glacée, méprisante, une Hermione déconcertée et visiblement blessée par son attitude. D'une manière générale, Ron semblait devenu, au cours de la nuit, aussi ombrageux et prompt à l'attaque que le scout à pétard moyen. Harry passa la journée à essayer de maintenir la paix entre Ron et Hermione, mais sans succès. Finalement, Hermione monta se coucher d'un air offusqué et Ron se dirigea avec raideur vers le dortoir des garçons, après lancer des jurons furieux à quelques élèves de première année, apeurés qu'il avait regardé d'un peu trop près. À la grande consternation de Harry, la nouvelle agressivité de Ron ne faiblit pas dans les jours qui suivirent. Pire encore, elle coïncidait avec un dédain encore plus notable de son aptitude à garder les buts, si bien qu'au cours du dernier entraînement de Quidditch du samedi, il ne parvint pas à bloquer le moindre tir des poursuiveurs. En revanche, il hurla tellement contre tout le monde que Demelza Robbins finit par fondre en larmes. « Ferme-la et laisse-la tranquille » s'écria Pix, qui faisait un peu près le 2/3 de la taille de Ron, et de tenir à la main une lourde batte. « Ça suffit !» vociféra Harry. Il avait vu Ginny regarder Ron d'un œil noir et se souvenait de son habileté à jeter le maléfice de Chauve-Furie, et il s'élança sur son balai pour intervenir, que la situation échappe à tout contrôle. « Pix, va ranger les cognards, Demelza. Reprends tes esprits, tu as très bien joué. » Ron. Il attendit que le reste de l'équipe soit suffisamment loin pour le dire. « Tu es mon meilleur ami, mais si tu continues à traiter les autres comme ça, je te vire de l'équipe. » Pendant un instant, il crut que Ron allait le frapper, mais ce qui se passa ensuite fut pire. Il perdit soudain toute combativité et s'affaissa sur son balai. « Je démissionne, répondit-il. Je suis lamentable. »« Tu n'es pas lamentable et tu ne démissionneras pas, » répliqua Harry d'un ton féroce en attrapant Ron par le devant de sa robe. « Tu peux arrêter n'importe quel tir quand tu es en forme. Tu as simplement un problème mental. » « Tu me traites de malade mental. Oui, peut-être bien. » Ils se regardèrent d'un œil noir, puis Ron hocha la tête avec lassitude. « Je sais que tu n'as pas le temps de trouver un autre gardien, donc je jouerai demain. Mais si on perd, c'est ce qui va arriver. Je me retire de l'équipe. » Rien de ce que disait Harry ne put changer quoi que ce soit. Tout au long du dîner, il essaya de lui redonner confiance, mais Ron était trop occupé à se montrer grincheux et acariâtre avec Hermione pour lui prêter attention. Le soir, dans la salle commune,
Harry insista, mais son affirmation selon laquelle toute l'équipe serait consternée si Ron démissionnait fut quelque peu contredite par le fait que les autres joueurs s'étaient rassemblés dans le coin opposé et maugréaient contre Ron en lui jetant des regards mauvais. Finalement, Harry essaya de le mettre en colère dans l'espoir de provoquer chez lui une attitude de défi qui l'inciterait peut-être à mieux garder ses buts, mais cette stratégie ne sembla pas donner de meilleurs résultats que les encouragements. Ron alla se coucher aussi abattu et désespéré qu'auparavant. Harry, les yeux ouverts, resta un long moment étendu dans le noir. Il ne voulait pas perdre le match. Non seulement c'était son premier comme capitaine de l'équipe, mais en plus, il était bien décidé à battre Draco Malfoy au Quidditch, en attendant de pouvoir apporter la preuve qu'il avait raison de le soupçonner. Cependant, si Ron jouait comme lors de leur dernier entraînement, leur chance de victoire était très mince. Si seulement il avait pu trouver un moyen d'emmener Ron à se ressaisir, à jouer au mieux de sa forme, quelque chose qui lui assure une journée vraiment facile. La réponse lui vient soudainement et brillant d'inspiration. Le lendemain matin, le petit déjeuner se déroula dans l'habituelle excitation des jours de match. Les Serpentards sifflaient et conspuaient à grand bruit l'équipe de Gryffondor à son entrée dans la grande salle. Harry jeta un regard au plafond et vit un ciel clair d'un bleu pâle, un peu sage. Lorsqu'ils approchèrent de la table de Gryffondor, une masse compacte de rouge et or, tout le monde acclama Harry et Ron. Harry sourit et répondit d'un geste de la main. Ron eut une vague grimace et hocha la tête. « Courage, Ron !» cria tout le monde. « Je suis sûr que tu seras fabuleux. » Ron ne lui accorda pas un regard. « Du thé » lui proposa Harry. « Du café, du jus de citrouille. »« Peu importe, » répondit Ron, la mine lugubre, en mordant dans un toast avec mauvaise humeur. Quelques minutes plus tard, Hermione, tellement lassée de la conduite désagréable de Ron qu'elle n'avait même pas descendu en même temps que dans la grande salle, s'arrêta à leur hauteur. « Comment vous vous sentez tous les deux ?» demanda-t-elle timidement en fixant la nuque de Ron. « Très bien, » assura Harry, occupé à tendre à Ron un verre de jus de citrouille. « Tiens, Ron, bois. » Celui-ci venait de porter le verre à ses lèvres lorsqu'Hermione lança brusquement. « Ne bois pas ça. » Harry et Ron levèrent les yeux vers elle. « Et pourquoi pas ?» s'étonna Ron. Hermione regardait à présent Harry, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Tu viens de mettre quelque chose dans ce verre. »« Pardon, » dit Harry. « Tu as très bien entendu. Je t'ai vu. Tu as versé un liquide dans le verre de Ron. Tu as encore la bouteille dans ta main droite. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répliqua Harry, glissant en hâte le flacon dans sa poche. « Ron, je te préviens, ne bois pas ça, » répéta Hermione, alarmée. Mais Ron prit son verre et le vida d'entrée. « Arrête de me donner des ordres, Hermione, dit-il. » Elle parut scandalisée, se pencha vers Harry pour que personne d'autre ne l'entende. Elle chuchota à son oreille. « Tu pourrais être renvoyé pour ça. Je ne t'aurais jamais cru capable d'une chose pareille, Harry. »« Écoutez-moi, l'experte, répondit-il dans un murmure. Tu n'as pas jeté d'autres sortilèges de confusion cet an dernier. » D'un pas furieux, elle s'éloigna le long de la table. Harry la regarda partir sans regret. Hermione n'avait jamais compris à quel point le Quidditch était une affaire sérieuse. Puis, elle se tourna vers Ron, qui se léchait les lèvres. « C'est presque l'heure, » annonça Harry d'un ton léger. L'herbe couverte de givre craquait sous leurs pas, tandis qu'ils se rendaient au stade. « Une chance qu'il fasse beau, hein, dit Harry. « Ouais, » répondit Ron, le teint pâle et maladif. Ginny et Demelza, déjà vêtues de leur robe de Quidditch, attendaient dans les vestiaires. Les conditions météo paraissent idéales, remarqua Ginny sans prêter attention à Ron. Et tu sais quoi? Versé, le poursuiveur de Serpentard, il a pris un cognard en pleine tête pendant l'entraînement d'hier. Il a encore trop mal pour pouvoir jouer. Mieux encore, Malfoy est malade lui aussi. Il a déclaré forfait. Quoi? S'exclama Harry en faisant volte-face pour la regarder dans les yeux. Malade? Qu'est-ce qu'il a? Aucune idée, mais c'est excellent pour nous, dit Ginny d'un ton réjoui. Ils ont mis Harper à sa place. Il est en même année que moi, et c'est un imbécile.
pensait bien à autre chose qu'au Quidditch. Malfoy avait déjà prétendu un jour qu'il ne pouvait pas jouer à cause d'une blessure, mais il s'était alors arrangé pour que le match soit reporté à une date qui convenait mieux au Serpentard. Pourquoi aujourd'hui se contentait-il de laisser jouer un remplaçant? Était-il vraiment malade ou faisait-il semblant? Plutôt louche, non, murmura-t-il en adressant à Ron, que Malfoy ne joue pas. J'appellerais ça plutôt de la chance, répondit Ron, qui paraissait un peu plus animé. Et Veil aussi est forfait. C'est leur meilleur marqueur. Je n'avais pas très envie de... Eh, s'écria-t-il soudain. Envoie-lui un cognard, cria Harry à côte. Excusez-moi, je plie pas, je pense. Ça. Il était en train d'enfiler ses gants de gardien et s'interrompit en regardant Harry. Quoi? Tu... Ron avait baissé la voix. Il semblait à la fois effrayé et surexcité. Mon jus de citrouille, tu n'as pas... Harry haussa les sourcils et répondit simplement. On commence dans 5 minutes, tu ferais bien de te mettre tes bottes. Ils sortirent sur le terrain dans un tumulte d'acclamations et de huées. À l'une des extrémités du stade, les gardiens étaient entièrement rouges et or, les gradins, pardon. De l'autre côté, c'était une mer verte et argent. Nombre d'élèves de Poufsouffle et de Serre d'Aigle avaient également choisi leur camp. Parmi tous les cris et les applaudissements, Harry entendit distinctement le rugissement du lion qui ornait le célèbre chapeau de Luna Lovegood. Il s'approcha de Madame Bibine, l'arbitre, et se tenait prête à libérer les bacs de leur boîtier. « Les capitaines, serrez-vous la main, dit-elle, et Harry se fit écraser la sienne par Urquhart, le nouveau capitaine de Serpentard. « Enfourchez vos palets. À mon coup de sifflet. 3, 2, 1. Le sifflet retentit. Harry et les autres joueurs décollèrent en flèche sur le sol gelé et s'éleva dans les airs. Harry vola tout autour du terrain à la recherche du vif d'or, un œil sur Harper qui zigzaguait loin au-dessous de lui. Puis, une voix radicalement différente de celle des commentateurs habituels résonna dans le stade. Voilà, c'est parti, et je crois que nous sommes tous très surpris de voir l'équipe que Potter a constituée cette année. Étant donné les performances très inégales de Ronald Weasley à son poste de gardien l'année dernière, beaucoup pensaient qu'il ne serait peut-être plus partie de l'équipe, mais bien sûr, des liens d'amitié très étroits avec le capitaine peuvent arranger bien des choses. Cette remarque fut accueillie par des huées et des applaudissements du côté de Serpentard. Harry attendit le coup pour voir qui se trouvait sur l'estrade du commentateur. C'était un garçon blond, grand et efflanqué, avec un nez en trompette. Parlait dans le mégaphone magique qui avait été à d'autres temps celui de Lee Jordan. Harry le reconnut, c'était Zacharias Smith, un joueur de Poufsouffle qu'il détestait cordialement. Ah, et voici la première attaque de Serpentard, c'est Urquhart qui fonce vers les buts et... Harry sentit son estomac se retourner. Weasley bloque le tir. Il a parfois de la chance, j'imagine. Exactement, Smith, marmonna Harry, en se souriant à lui-même tandis qu'il plongeait parmi les poursuiveurs, l'œil aux aguets, cherchant une trace de l'insaisissable vif d'or. Après une demi-heure de jeu, Harry menait à 60 points à 0. Gryffondor menait à 60 points à 0. Ron avait réalisé quelques arrêts spectaculaires, bloquant parfois le tir d'extrême justesse du bout de ses gants, et Ginny avait marqué 4 des 6 buts de Gryffondor. Zacharias dut cesser de se demander à haute voix si les deux Weasley n'étaient pas là en raison de leur lien d'amitié avec Harry, et il s'en prit plutôt à Pix et à Cotte. Bien sûr, Cotte n'a pas vraiment la carrure qu'on attend d'un batteur, dit Zacharias, d'un ton hautain. Généralement, plus de muscles. Envoie-lui un cognard, cria Côté, en passant près de lui. Mais Côté, avec un grand sourire, décida plutôt de viser Harper qui croisait Harry en sens inverse. Celui-ci fut ravi d'entendre le bruit sourd indiquant que le cognard avait atteint sa cible. Les Gryffondors ne rataient jamais leur coup. Ils marquaient inlassablement,
sable, Ron arrêtait les tirs avec une apparente facilité. Il souriait à présent, et quand la foule, après un blocage particulièrement remarquable, l'acclama en chantant le bon refrain Weasley, notre roi, il fit des gestes de chef d'orchestre, comme s'il dirigeait le chœur de là-haut. Il se prend pour quelqu'un aujourd'hui, hein, dit une voix sarcastique, et Harry fut presque jeté à bas de son palais lorsque Harper le heurta violemment, délibérément. Ton copain traître à son sang. Madame Pippin leur tournait le dos, et malgré les cris et la colère des Gryffondor, elle regarda trop tard. Harper avait déjà filé. L'épaule douloureuse, Harry s'élança à sa poursuite pour l'éprouver à son tour. Je crois que Harper de Serpentard a repéré le vif d'or, annonça Zacharias Smith dans son mégaphone. Oui, il a sûrement vu quelque chose qui a échappé à Potter. Smith était vraiment un imbécile, pensa Harry. N'avait-il pas remarqué la collision? Mais un instant plus tard, il eut l'impression qu'une pierre lui tombait dans l'estomac. Smith avait raison, et Harry s'était trompé. Harper lui avait pas foncé dessus par hasard. Il avait bel et bien vu ce qui avait échappé à Harry. Le vif d'or filait loin au-dessus d'eux, étincelant dans le ciel bleu et clair. Harry accéléra. Le vent lui sifflait aux oreilles, étouffant les commentaires de Smith et les cris de la foule. Mais Harper était toujours devant lui, et Gryffondor ne menait que de 100 points. Si Harper se montrait plus rapide, Gryffondor perdait le match. À présent, Harper n'était plus qu'à 1 ou 2 mètres du vif d'or, la main tendue. Et Harper, lui cria Harry, dans une tentative désespérée. Combien t'as payé Malfoy pour jouer à sa place? Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à dire cela, mais Harper eut un moment d'hésitation. Il fit un geste maladroit pour attraper le vif d'or, le laissa glisser entre ses doigts et le dépassa, emporté par son élan. Avec un large mouvement du bras, Harry parvint alors à saisir la minuscule balle qui volait devant lui. « Ouais !» hurla-t-il. Il exécuta un demi-tour et redescendit en piqué, levant la main qui tenait le vif d'or. Lorsque la foule comprit ce qu'il venait de se passer, une immense clameur s'éleva dans le stade, couvrant le bruit de sifflet qui signalait la fin du match. « Ginny, où vas-tu » s'écria, coincé par les autres joueurs qui l'atteignaient en plein vol. Mais Ginny leur passa devant et poursuivit sa course jusqu'à l'estrade du commentateur qu'elle percuta de plein fouet dans un fracas assourdissant. Tandis que des cris et des rires fusaient des tribunes, le reste de l'équipe de Gryffondor atterrit devant les débris de bois sous lesquels Zacharias Smith remuait faiblement. Harry entendit Ginny déclarer d'un ton dégagé à un professeur McGonagall très en colère. « Désolé, professeur, j'ai oublié de freiner. » Éclatant de rire, Harry se dégagea des autres joueurs pour aller serrer Ginny dans ses bras, mais il la relâcha très vite. Évitant son regard, il donna une tape dans le dos de Ron, qui débordait de joie, et toute animosité oubliée. Ils quittèrent le terrain bras dessus, bras dessous, lançant le poing en l'air et agitant la main pour saluer leurs supporters. Dans les vestiaires, l'atmosphère était de la jubilation. Seamus a dit qu'il avait une fête dans la salle commune, annonça Dean avec exubérance. Ginny démelza. Ron et Harry étaient restés les derniers dans le vestiaire. Ils s'apprêtaient à partir lorsque Hermione entra. Elle tortillait son écharpe de Gryffondor entre ses mains et paraissait dans tous ses états, mais déterminée. « J'ai un mot à te dire, Harry. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu as entendu Slughorn, c'est illégal. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu veux nous dénoncer ?» demanda Ron. « De quoi vous parlez tous les deux ?» s'étonna Harry, qui se retourna à la fois pour accrocher sa robe et leur cacher son sourire. « Tu sais très bien de quoi on parle, » répliqua Hermione d'une voix perçante. « Ce matin, au petit déjeuner, tu as ajouté au jus de citrouille de Ron une dose de Felix Felicis, la potion qui porte chance. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Harry, en se tournant à nouveau vers eux. « Si, c'est vrai, Harry. Et c'est pour ça que tout s'est bien passé. Certains joueurs de Serpentard n'étaient pas là, et Ron a arrêté tous les tirs. Je ne l'ai pas versé, affirma Harry, avec un grand sourire.
Il sortit de sa poche le minuscule flacon qu'Hermione l'avait vu tenir dans sa main le matin même. Il était rempli de potions dorées, et le bouchon était toujours solidement fixé par de la cire. Je voulais que Ron ait l'impression que j'en avais mis dans son verre. J'ai donc fait semblant, en sachant que tu me voyais. Il regarda Ron. Tu as bien joué parce que tu croyais que tu avais de la chance, mais en réalité, tu as tout fait toi-même. Il remit la potion dans sa poche. Il n'y avait rien dans mon jus de citrouille, dit Ron stupéfait. Mais le beau temps et Veysey qui n'a pas pu jouer. Alors, vraiment, je n'ai pas eu la potion de chance. Harry confirma d'un signe de tête. Ron, bouche bée, le contempla un instant, puis elle se tourna vers Harry et imita sa voix. Tu as ajouté du Félix Felicis dans le jus de citrouille de Ron ce matin. C'est pour ça qu'il a arrêté tous les tirs. Tu vois, Hermione, je peux défendre mes buts sans aucune aide. Je n'ai jamais prétendu que tu ne le pouvais pas. Toi aussi, tu croyais avoir pu la potion. Mais Ron était déjà passé devant elle et sortait des vestiaires, son balai sur l'épaule. Dit Harry dans un silence soudain. Il ne s'était pas attendu à ce que son plan ait cet effet-là. On va à la fête, proposa-t-il. Vas-y sans moi, répondit Hermione en clignant des yeux pour refouler ses larmes. J'en ai assez de Ron pour le moment. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. À son tour, elle sortit en trompe des vestiaires. Harry remonta lentement vers le château, parmi la foule des élèves dont beaucoup lui adressaient leurs félicitations à grands cris. Mais en réalité, il éprouvait une grande déception. Il s'était persuadé que si Ron remportait le match, Hermione et lui se réconcilieraient immédiatement. Il ne savait pas très bien comment expliquer à Hermione que son seul tort, aux yeux de Ron, était d'avoir embrassé Victor Krum, alors que cela s'était produit si longtemps auparavant. Harry ne vit pas Hermione de Gryffondor, qui battait son plein lorsqu'il entra dans la salle commune. À nouveau, des acclamations et des applaudissements saluèrent son arrivée, et il fut bientôt entouré d'une monticule d'élèves qui le félicitaient. Avant de se mettre à la recherche de Ron, il dut d'abord se débarrasser des frères Criver, qui voulaient l'entendre faire une analyse du match, minute par minute, et des filles agglutinées autour de lui, qui riaient de ses remarques les moins drôles en battant des cils. Enfin, il parvint à s'extirper des griffes de Romilda Vane en lui laissant comprendre par des sous-entendus appuyés qu'elle aimerait bien aller avec lui à la fête organisée par Slughorn pour Noël. Comme il s'éclipsait en direction de la table où se trouvaient les boissons, il tomba nez à nez avec Ginny. Arnold, le boursouflet, se promenait sur son épaule, et Patenron miaulait à ses pieds, les yeux pleins d'espoir. « Tu cherches Ron ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « Il est là-bas, l'abominable hypocrite. » Harry regarda dans le coin qu'elle avait indiqué. Au vu de tout le monde, Ron avait enlacé la Van Brand si exactement qu'on n'arrivait plus très bien à distinguer les mains l'un de l'autre. On a l'impression qu'il lui dévore la tête. Tu ne trouves pas, dit Ginny d'un ton phlegmatique. Mais je pense qu'il aurait intérêt à affiner sa technique. C'était un beau match, Harry. Elle lui tapota le bras, et Harry éprouva une curieuse sensation au creux de l'estomac. Mais Ginny s'éloigna pour aller chercher une autre bière au beurre. Patenron trottina derrière elle, ses yeux jaunes fixés sur Arnold. Harry se détourna de Ron, qui ne semblait pas pressé de refaire surface, jusqu'à temps de voir le trou du portrait se refermer. Avec un sentiment d'appréhension, il crut entrevoir une crinière de cheveux bruns ébouriffés qui disparut aussitôt. Il se précipita à nouveau, évita à nouveau Romilda Vane et poussa le portrait de la grosse dame. Au dehors, le couloir paraissait désert. Hermione. Il la trouva dans la première salle de classe dont la porte n'était pas fermée à clé. Elle s'était assise sur le bureau du professeur, seule, à part un petit cercle d'oiseaux jaunes qui volait en gazouillant au-dessus de sa tête et qu'elle venait manifestement de faire surgir de nulle part. Harry ne put s'empêcher d'admirer son habileté à pratiquer la magie dans un moment comme celui-là. « Ah, c'est toi, Harry !»
dit-elle, d'une petite voix crispée. J'étais justement en train de m'entraîner. Ah oui, ils sont très beaux, répondit Harry. Il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait bien lui dire, et il se demandait s'il y avait une chance qu'elle n'ait pas vu Ron et qu'elle ait quitté la salle simplement parce que la fête devenait un peu trop agitée, lorsqu'elle lança d'une petite voix aiguë, qui ne lui parut pas naturelle. Ron semble bien s'amuser. Ah bon? N'essaye pas de me faire croire que tu ne l'as pas vu, répliqua Hermione. On ne peut pas prétendre qu'il ait vraiment cherché à se cacher d'une... Derrière eux, la porte s'ouvrit brusquement. Horrifié, Harry vit entrer Ron hilar, qui tenait Lavande par la main et l'entraînait avec lui. Oh, dit-il, s'immobilisant devant Harry et Hermione. Oups, s'exclama Lavande qui sortait de la salle à reculons en bouffant de rire. La porte se referma sur elle. Un terrible silence s'installa, enfla, s'épaissit. Hermione fixait Ron qui refusa de les regarder et lança à Harry avec un mélange de bavarde et de maladresse. Salut Harry, je me demandais où tu étais passé. Hermione se laissa glisser du bureau. Les oiseaux d'un jaune doré continuaient de gazouiller en volant autour de sa tête comme des petites boules de plumes qui lui donnaient l'air d'une étrange représentation de système solaire. Tu ne devrais pas faire attendre Lavande dans le couloir, dit-elle à voix basse. Elle va se demander où tu es parti. Elle avança très lentement vers la porte, la tête bien droite. Il jeta un coup d'œil à Ron qui semblait soulagé que rien de pire ne se soit produit. Au pugno, l'incantation paupiérée d'une voix perçante avait retenti derrière eux. Harry fit volte-face et vit Hermione dire sa baguette avec une expression féroce, telle une grêle de projectiles dorés. Les oiseaux foncèrent alors droit sur Ron qui laissait échapper un petit cri et se protégea le visage de ses mains. Mais les volatiles l'attaquèrent, piquant de leur bec et griffant de leurs pattes chaque centimètre carré de la peau qu'elles pouvaient atteindre. « Enlève-moi ça !» hurla-t-il, mais avec un dernier regard de fureur vengeresse. Hermione ouvrit brutalement la porte et disparut dans le couloir. Harry crut entendre un sanglot avant que la porte ne se referme derrière elle en claquant. Et voilà, les peines de cœur commencent. C'est fini pour aujourd'hui les loulous. Je vais pas faire de raid, hein, je vais rester juste entre nous. La suite ce sera normalement mardi. Voilà, je vous invite à rejoindre le Discord pour être sûr parce que quand j'ai des empêchements, tout ça, je fais mes plannings là-bas. Donc voilà, et semaine prochaine on commencera 2 jeux. Normalement le mercredi ce sera Quest. C'est un petit jeu point and click avec une petite héroïne, une enfant qui s'appelle Anna. Et après le jeudi on fera comment ça s'appelle, Setsuna Hellblade là. Voilà, je sais plus le nom exact du jeu. Setsuna Sacrifice je crois. Mais il est connu, c'est pas un jeu récent. C'est le premier qui est sorti, j'ai jamais fini donc c'est l'occasion de m'y remettre. Voilà, on commencera du début. Et puis voilà. Et voilà, et le mardi et le dimanche, c'est ASMR Harry